réduire de 10 les pertes de production. Comment on fait pour choisir ce premier projet-là? Principe de Pareto, il y a quelqu'un qui écrit ça. Et au fur et à mesure que vous écrivez, ils vont sortir, puis s'il y en a qui sont plus importants que d'autres, ils vont devenir plus gros. En principe. Valider les valeurs ajoutées et l'efficacité de nos actions. En déterminant la criticité des machines, Pareto réapparaît 2 fois. Minimum d'effort pour un maximum d'impact. On continue. Analyser où les plus grosses pertes. Selon une table de criticité, connaître avec précision quelles sont les pertes. On continue encore un petit peu. On a pas mal fait le tour. Parents pour définir les causes, quels équipements causent le plus de pertes de taille et coûtent le plus cher. Donc, toutes ces réponses sont bonnes. Dans notre cas, nous autres, ce que j'ai fait faire au site, c'est des Pareto des pertes de production, parce que les autres, c'est les pertes de production, on se rappelle 10 des gains de production, qui sont les plus importants. L'idée, c'est de trouver ce qu'on appelle des enfants problèmes. C'est le Pareto qu'ils ont utilisé. Vous allez voir, ça, c'est le premier graphique en haut, c'est le 12 mois. Sur 12 mois, il continue en continu. En bas à gauche, c'est 9 mois. Au milieu, 6 mois. Et à droite, c'est 3 mois. Pourquoi avoir 12, 6, 9, 6, 3 mois? La barre rouge, c'est le même équipement qu'on suit. Fait que ça apparaît clair que sur 12 mois, il est le troisième en rang, mais rendu à 3 mois, c'est rendu le plus important. Fait qu'il devient de plus en plus notre gros enfant problème. Donc, si on veut maximiser nos efforts, nos énergies, pour avoir le maximum de résultats, parce qu'on a, on a toutes sortes de problèmes, toutes sortes de projets, on a toutes sortes de choses à faire, il faut travailler sur lui en premier. Il va nous régler le plus de problèmes possible rapidement. C'est vrai qu'il y a plus d'impact aussi pour l'organisation. Bon, quand est-ce que cette décision se rend-là, moi, ce que je vais faire dans ces situations-là, c'est que je vais faire une sorte de comité avec la direction, surtout opération, et on regarde les données. Là, il y a de la maintenance et de l'opération de cette rencontre-là. Je vais avoir l'engagement des gestionnaires. Ça lui permet d'élever l'hélicoptère au lieu de régler tous les problèmes tous les jours. Le problème le plus important, c'est celui d'hier soir parce que tout le monde crie un matin. Puis se concentrer sur ce qui fait le plus mal. Puis la direction sont là pour identifier et retirer les blocages. Par exemple, on va vouloir assembler tout à l'heure une équipe pour les rendre disponibles, ces gens-là. Si tu n'avances pas le projet, direction, organisez-vous que j'aille mon monde. J'ai besoin d'une pièce, on va par les approvisionnements, ça n'avance pas. Gardez le momentum, s'assurer que les projets avancent. Pour vous autres, encore à voter, mythe ou réalité? Tout le monde connaît cette technique-là que je viens de vous montrer. Déjà, il y a eu plusieurs qui ont parlé de Pareto. OK, 17 qui disent, 14. Continue. Je vous invite tous à voter. Vous serez surpris de savoir que la plupart de mes clients que je rencontre, pour ne pas dire tous, il y a différents scénarios, soit qu'ils n'ont pas, ils ont les données, mais ils ne le font pas, l'analyse, soit qu'ils font l'analyse, puis ils ne s'en servent pas. Et j'ai vu des fois même que l'analyse était faite dans un bureau par une madame qui était spécialiste, ça faisait tous les mois, mais personne ne savait qu'elle l'avait. Mythe réalité. Dans certains cas, dans vos cas, à vous autres, on n'a pas les données disponibles. Ça, c'est l'autre cas. On vous invite à voter, ceux qui ont des téléphones. S'il vous plaît, participez. 56 de réalité. On va continuer ce jeu-là. 58-60, ça monte. Ce que je trouve amusant avec celui-là, ça arrive assez régulièrement, j'arrive qu'ils n'ont pas les données. Moi, j'ai le privilège sur vous autres, avec mes cheveux gris, de dire dans mon temps, on n'avait pas d'ordinateur. Pourtant, on réussissait à déterminer les équipements les plus principaux. Là, il faut m'amener de se servir un peu de sa créativité. Si on ne l'a pas donné, il faut trouver d'autres moyens. Un exemple, on met quelqu'un là, puis à tous les jours, on lui demande, va faire un tour, puis prend en note. C'est quoi qui est brisé? Pendant 2 semaines, un mois.
Ça commence déjà à permettre d'avoir une bonne tendance. Un autre, nous avons les données, mais pas sous la forme de Pareto. Ça, je rencontre ça assez souvent aussi. Les données sont là. Oh, pareil, 100% jusqu'à date. Mon dernier client que j'ai été faire, c'est un alimentaire, mais ce n'est pas parce que c'est un alimentaire, c'est juste une coïncidence. Durant la semaine, j'étais là, il a fallu par itération, à tous les jours, que je fasse reprendre son Pareto pour en sortir de quoi de concret avec la valeur de ce que ça valait si on allait travailler sur tel équipement. Mais il y avait toutes les données. On les Pareto, mais ils ne les utilisent pas. Quand même flagrant, hein? Ça revient à ce que je disais tantôt. Et nous réglons les problèmes comme ils viennent. Vous allez arriver au travail jeudi matin, et là, les problèmes vont vous arriver dessus. Pouf, on les règle. Grosse particularité, hein? C'est surprenant. Tout le monde, y a pas mal de monde qui vote ou vous êtes gêné de voter? De toute façon, on ne voit pas les noms. Oui? Ah, il est limité. Patrice, peux-tu aller voir? Apparemment, il bloque de nom. Je vais continuer pareil à ce moment-là. Prochain, c'est plus un vote. Merci beaucoup de me l'avoir souligné. Donc, ce qu'on va prendre comme exemple tantôt, la barre rouge, c'est un CTV en français, OK, qu'on voyait un tuyau vibrant. Donc, que je vous le montre, c'est le même. C'est ça un CTV, en anglais, parce que c'est une usine qui parle anglais, c'est en Afrique. Ça s'appelle un VPC. Okay? C'est un tuyau qui vibre, il y a un excentrique qui le fait vibrer, puis c'est ça qui fait déplacer le matériel dedans. Bon. C'est quoi la première chose à faire dans cet exemple? Mettre en place les bases. Okay? Donc, c'est quoi les bases? On l'a perçu à l'intérieur des marges qu'on a besoin. Première question à poser comme fiabiliste. On se pose la question, on est-tu actuellement en excès de la capacité d'équipement ou actuellement, on en abuse-tu? Les stratégies d'équipement sont-elles en place? OK? Donc, nos collègues d'avant avaient mentionné l'importance d'avoir les bonnes stratégies de préventif, prédictif et autres. Puis après ça, ben, si ça, c'est tout en place et on a encore le problème, ben là, on va vers l'élimination d'effectuosité qu'on va voir. Donc, la première chose à faire, comme un bon inspecteur de police, il y a un crime qui s'est commis qui s'appelle une défaillance majeure, qui fait perdre beaucoup de production. On collecte les évidences. Il faut faire une bonne tête sur c'est quoi le problème. Il faut chercher les évidences. Ça, c'est des photos réelles de notre cas. Okay? CTV 38 et CTV 102. Je vous laisse lire qu'est-ce qui sont les constats de notre inspecteur. Les températures de moteur, les vis qui sont tombées, les lubrifications qui manquent, craques sur la plaque, etc. Donc, je vous dis, c'est un cas réel. C'est les photos réelles du cas. Après ça, on se rassemble en équipe. Une fois qu'on a ramassé les données, il faut se rassembler en équipe. OK? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent la fenêtre de Johari? Levez la main. Un. OK, donc, 1, 2. Ça vaut à peine d'expliquer. Fenêtre de Johari, ce qu'elle dit, c'est que si vous étiez autour de la table qu'il y a là, puis qu'il y avait juste des fenêtres, bien précises, vous avez le pichet qu'il y a là, la madame qui est là pourrait voir avec un anse. Le monsieur qui est là qui l'a, mais si j'étais comme moi, je ne sais pas, je ne le vois pas qu'il y a un anse. Chacun a une perspective différente. Et c'est en additionnant nos perspectives qu'on est capable d'avoir la vue complète de ce qu'il y a là. Donc, pourquoi on veut avoir une équipe multidisciplinaire avec opérateurs, mainteneurs, des fois le manufacturier pour résoudre un problème qui peut être complexe? C'est parce que chacun amène son point de vue différent. Il y a une autre raison, c'est qu'on veut aussi qu'il soit un avocat, moi j'appelle. C'est-à-dire que si moi j'ai l'opérateur dans mon comité, puis il m'en envoie un bon, disons, il va participer. Quand on retourne, là, je m'attends de lui qu'il parle à ses copains. Il dit, ce qu'ils font, là, la réunion, là, c'est pas fou. Ils travaillent sur notre problème, puis j'ai mon mot à dire. Puis quand on va trouver des solutions, il va aller le vendre.
On aide à la résolution de problèmes en faisant ça, tant du côté mécanicien que du côté opérateur, etc. Une des croyances populaires, on va réessayer encore notre gadget, dites-moi si ça ne marche pas, c'est qu'un bon technicien est capable de régler le problème tout seul. Ça a l'air de marcher. Parce que bien souvent, ce qu'on rencontre, surtout les technologues de certaines expériences, ou des ingénieurs qui sont très techniques, vont vouloir régler le problème par eux-mêmes. Je suis l'expert. C'est amusant parce qu'on a 80 de mythes. C'est peut-être vos croyances personnelles, mais je rencontre souvent ça dans la réalité. Souvent, les techniciens, les technologues, j'en ai un cas entre autres en particulier qui est notable, qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience, ne vous le diront pas avec un beau sourire, ils vont dire ah oui, on va collaborer. En pratique, là, il est hermétique, il garde son information, puis c'est lui qui veut être le pompier pour être. Pourquoi, vous pensez? La valorisation personnelle. Il a été le champion, puis c'est lui qui a toujours sorti du pétrin, qui veut garder cette valorisation, puis aussi le bon goût qui sort d'être un champion. Ça, c'est un des enjeux à garder à l'esprit quand vous formez votre équipe. Les ouvriers seuls peuvent résoudre le problème. Ça, on entend ça des fois. Les gars de plancher connaissent ça, c'est eux autres qui vivent avec, puis ils jouent sur la machine. C'est eux autres qui connaissent ça. C'est assez sain, la réponse qu'on a, à peu près 25 de réalité, parce que ça explique pourquoi il faut une équipe disciplinaire avec un bon ingénieur technicien fiabiliste. C'est parce qu'il y a une partie de la vérité. Oui, il y a une partie de la vérité, mais pas toute. Et ils vont à la limite, jusqu'à la limite de ce qu'ils savent. Après ça, plus loin, il y a besoin des fois d'autres points de vue. Les opérateurs ne connaissent pas la maintenance, puis ils ne peuvent pas contribuer dans une rencontre, comme je parlais tantôt. Ça, c'est un mythe, c'est assez clair, parce que malgré qu'on l'entend encore, l'opérateur, il va vous dire, ça fait quick. Oh, ça sent mauvais cette fois-là. C'est chaud, pas capable de mettre notre CTV, pas capable de mettre la main dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais avant, il était correct. Puis regardez, ça a fait, c'était épeurant. Le couvercle a manqué d'exploser. Il y avait des pocs partout en dedans à cause des vis qui ont parti, que je vous ai montré tantôt. Tous les points de vue sont nécessaires en conclusion. Opération, maintenance, technique. Bon, on a un beau 100 Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ah, on a une couple qui ne sont pas. Oups, ça sera sus. Donc, un change d'idée. J'en ai parlé tantôt. On a besoin de tous les intervenants, non seulement pour leur contribution pour régler le problème, mais comme avocat pour vendre la solution et la méthodologie. Votez, s'il vous plaît. Mythe ou réalité? Vous me direz si ça bloque encore. Hein? Moi, je ne peux pas le voir d'où je suis. Il ne marche pas? Ah, ben 100 d'accord. Hey, je suis fier de vous autres. Une des effets positifs, vous le lisez vous-même, l'implication des employés permet de les former en résolution de problèmes. Quand j'entreprends dans une entreprise la résolution de problèmes, il y a comme une logique d'évolution de la culture. On en a parlé tantôt dans une autre présentation. Au début, c'est surtout les cadres qui s'impliquent. Il faut avoir une vision un peu plus élevée, mais tu veux impliquer des employés de plancher aussi. Commencer à semer la graine, de montrer la logique, pour qu'un peu plus tard, on va en avoir plus de monde qui vont penser en mode de défaillance par résolution de problèmes. Plus il y a de monde qui va y passer, bien, plus on va en résoudre. Quatrième étape, le C du DERCA, c'est cause et analyse. Alors maintenant qu'on a cerné le problème, on détermine les causes. Il y a plusieurs manières de le déterminer. Si vous avez un arbre des causes, OK, un Ishikawa en bon français, mais on peut aussi prendre un simple pourquoi, GPS, on peut prendre un Kepner-Trigo. Il y a plusieurs méthodologies, mais l'idée, c'est d'avoir une méthodologie qui vous conduit et vous converge vers une solution. C'est quoi le plus gros danger qu'elle a? Là, je vais demander plutôt de lever les mains. C'est quoi le plus gros danger à partir de là? Là, on a du monde autour de la table, ils ont tous sortes de points de vue. Oui? Tout le monde pense son point de vue le meilleur. Oui? Vous aviez le point? Non? OK. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a un point? Là, je vais vous retourner à l'école. Oui. 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 Tout le monde va prêcher sur son domaine.
Ce qui arrive, maintenant, tu arrives avec une idée. Là, tu me dis, hey, je sais c'est quoi le problème. C'est les lubrifications qui n'est pas bien faite. Attends, dans mon VCR, mon exemple. Ce qui arrive, là. Vous ne devinez pas? Oui. Vous ne devinez pas? On part là-dessus. Oui. Savez-vous pourquoi? On est conditionné, on est formé, tout ici dans la salle, ou presque. Il y en a peut-être une couple qui sont meilleurs que moi là-dedans, depuis la petite école, que quand on fait un problème, il n'y a rien qu'une solution. Rappelez-vous, si vous avez fait des travaux d'équipe à l'école, puis qu'il y en a un qui trouvait la solution. Là, tout le monde arrête de penser. Ah là! L'autre, on prend la solution. On réplique cette même manière de conditionnement dans la résolution de problèmes, où l'équipe est là, il y en a un qui parle, qui est un peu plus convaincu, il dit, moi j'ai trouvé le problème, il faut faire ça, on y va. Il y a un peu de leadership, là, il y a un peu de charisme, c'est parti. On ne prendra pas le temps de creuser, voir plus loin. Si c'est d'autres choses, d'abord, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être une des conséquences, mais pas la cause. Donc, ce qu'il faut se mettre, c'est à partir de l'arbre des causes, il faut lister toutes les idées. C'est correct, on prend les idées de tout le monde. Tous les points de vue sont bons en commençant. On ne sait pas ce qu'on cherche. Après ça, on valide. On va aller voir, puis après ça, éliminer ceux qui ne sont pas nécessairement les bons. On se fait un plan de vérification. Donc, excusez-moi l'anglais, comme je dis, ça vient d'Afrique, puis ça parle anglais où je travaille avec eux autres. Oui. Oui. Absolument. Mais est-ce que vous avez compris? Vous voulez qu'il répète? Peut-être répéter, s'il vous plaît, pour que tout le monde comprenne. C'est pertinent. Ce que je disais, le point que vous mentionnez tantôt, comité, puis là, les gens échangent ensemble. Il y en a un qui est plus convaincu, plus de leadership, peu importe. Mais ce que ça fait, c'est qu'OK, on embarque sur cette solution-là, mais ça déresponsabilise tous les autres intervenants. Et ça, c'est dommage. Oui, tu as absolument raison. Puis, d'abord, ça vient du conditionnement que je parlais tantôt. On est conditionné de même. Et de deux, quand moi je choisis un leader d'amélioration où je regarde le comportement, comment fonctionne le facilitateur, j'appelle, d'abord, il y a deux choses que je regarde. La première, c'est l'aspect technique, le processus qu'il va prendre. Pas nécessairement la connaissance technique. Il y a du monde autour de la table qui l'a. Deuxièmement, c'est son rôle de facilitateur. Comment il s'assure, là je fais du pouce là-dessus, comment il s'assure que tout le monde a son mot à dire? Ceux qui parlent, OK, c'est assez, on a compris, là. Je rephrase ce que tu as dit, voici ce que tu as voulu dire. OK, merci, ton tour. Next, next, next. Moi, comme facilitateur, personne n'a de chance de ne pas parler. Parce que je regarde la salle, je regarde qui parle, puis je joue un peu la circulation, si vous voulez, pour m'assurer que tout le monde va avoir son mot à dire. Excellent point. Et évidemment, si on ne fait pas ça, il y en a qui vont se taire, puis ils sont des fois bien contents, puis OK, ils embarquent, c'est correct. Mais c'est peut-être eux autres qui ont la réponse. Mythe ou réalité, les employés de plancher, OK, c'est bon qu'on l'a vu celui-là. On a reculé. OK, un autre mythe, un mythe qu'on voit souvent dans les résolutions de problèmes. Là, on a prévu de faire des vérifications. On commence notre réalisation de notre résolution de problème. Mais là, les gens retournent sur le plancher. La réunion dure maintenant une couple d'heures. Là, ils sont tirés à bord puis de l'autre. Donc, la priorité du moment, il faut absolument travailler dessus en priorité parce que la tonne qui est perdue ne reviendra pas. La tonne ou l'unité de production. Mais là, on oublie qu'on avait identifié sur le Pareto des grosses pertes. Avec la petite perte d'aujourd'hui, c'est drôle parce qu'il y a de la pression, puis c'est important de produire. Ah, ben, elle devient plus prioritaire que de régler le gros problème. OK, merci. Celle-là, je l'aime bien. Quand je pose une question à quelqu'un, disons que j'en cible un, le cerveau, c'est-à-dire tout le monde, moi le premier, il n'aime pas dire « je ne le sais pas ». Ça, il a fallu que j'apprenne à le dire. Et moi, mes enfants sont rendus de l'âge à peu près de plusieurs d'entre vous. Quand ils m'arrivent des théories un peu farfelues, puis ils me posent des questions que je ne sais pas, il faut que j'apprenne à dire je ne sais pas. Papa, il ne sait pas tout, là. Donc, dans une situation de résolution de problèmes de même, il
faut avoir l'humilité qui n'est pas toujours évidente de dire « je ne le sais pas ». C'est agréable de voir que quand même beaucoup de monde réalise que c'est surprenant quand on y pense, comment c'est vrai. Aussitôt qu'on a trouvé une solution, on en a parlé tantôt, il faut se dépêcher de la mettre en place. On en a trouvé une. Ah oui, il faut agir. Go, go, go. Je vous invite à continuer à participer. Ça aide à la discussion. Mais là, je fais l'inverse de celle-là d'avant. Il faut valider en fait toutes les hypothèses avec un plan de vérification qu'on a vu tantôt parce qu'elles ne sont pas toutes viables. Ça, c'est plus le contraire. Au lieu d'être go, 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 action, OK, on prend un petit temps de recul, là, on réfléchit. On fait notre plan de vérification un par un. Si on trouve des choses qui sont bizarres, là, on va aller plus loin. Partie analyse. Là, c'est là que ça commence à être encore plus intéressant et excitant pour un fiabiliste, c'est qu'on essaie de comprendre les modes de défaillance et les causes fondamentales dans ce bout-là. Donc, voici les indices. Vous êtes des investigateurs, j'ai dit tantôt. Indice numéro 1, c'est que le problème qu'on a vu tantôt, il arrive sur plus d'un CTV. J'ai dit tantôt le 38 puis le 102. En regardant l'historique d'équipement dans le temps, on peut retracer un début. Donc, une question à se poser. On a tout le temps eu ce problème-là ou quand est-ce qu'il a commencé? Ah, ça pose une question intéressante. Tous les effets observés ont un point commun. Ça arrive tout sur le karting du moteur du même bord. Puis des fois, là, on en a deux, c'est pas pire. Mais quand on en a juste un, la question à se poser, c'est ces deux équipements semblables, ils ont-ils le même problème? Puis non. C'est quoi qui est différent? Logique d'investigation. Indice 4, autour de la date du début, que je parlais tantôt quand on a fait l'historique, on constate un changement de fournisseur du reconditionnement du moteur. Ah, c'est bizarre, ça. Fait que la petite madame qui était ingénieure fiabiliste est allée voir le fournisseur. Qui commence à imaginer qu'est-ce qu'elle a trouvé. Non. Non. Pas loin. Le rebuild avait un problème. C'était quoi le problème? Non. Non. On va vous le donner, c'est pas évident. Fait que là, on garde des évidences. L'autre chose, il a fallu. Là, je vais revenir là-dessus sur la cause. Donc, dans l'analyse, il faut tout garder les évidences pour pouvoir l'analyser justement. Ça, c'est une chose. Moi, quand j'étais jeune ingénieur de fiabilité, j'avais, moi j'appelais ma salle mon musée des horreurs. J'avais fait réserver une salle complète, là, une sorte de petit cabaneur ou à peu près de la grosseur de la plateforme ici. J'avais fait mettre des tablettes. Quand quelque chose brisait, puis je voulais le mettre à investigation, je le mettais sur la tablette. Et ça me permettait. J'avais averti les gars, ou je tirais à la poubelle, si c'est endommagé, ce n'est pas de l'usure normale, sans m'en parler. Sinon, je vous demande, emmenez-moi-les. Je gardais pour investigation future. Puis des fois, tu vas dire, si vous trouvez de quoi comme ça, inhabituel, là, un bris comme ça, là, mettez un cordon autour, comme en sécurité, appelez-moi. Je viens tout de suite, je vais aller voir. Prendre des photos, prendre des vidéos, n'importe quoi. Pour tout de suite ramasser des données. Parce qu'une fois que les gars ont jeté ça dans la benne, puis qu'ils ont reparti, ils ont tout remonté, oubliez ça. Là. Vous avez perdu vos évidences. On documente les données, on en a parlé tantôt. Avec la petite madame, avec toutes ces données pour pouvoir faire l'analyse dans le temps. OK. Je vais en rajouter une couche. Quand on a trouvé qu'il y avait un problème sur le bearing, je vous ai dit tantôt, si vous vous rappelez, il suait de l'huile, il y avait des bearings, il y avait la chaleur. C'était le bearing le problème. Elle a creusé un petit peu pour s'apercevoir que, vous savez, sur un moteur, bon, vous savez, donc je vais vous dire sur un moteur, il y en a qui le savent, il y a deux bearings. Tout le monde savait ça. Super. Il y en a un qui est flottant, puis il y en a un qui est bloqué, axialement. Qui c'est que savait ça? La main, oui. Ah, pas pire, vous êtes pas pire. Hein? Ils ont mis un flottant, le deuxième flottant. Donc, il y avait deux flottants. Ce qui arrive dans ce temps-là, quand le moteur part,
Le champ magnétique l'emmène d'un bord, puis là, il se met à osciller. Boum, 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 boum. Tu sais, vous pensez que ça fait? Il est flottant. Fait qu'aussitôt qu'il y a un peu de changement de charge, boum, 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 il veut se détruire, le moteur en question. D'où la chaleur. D'où il est en train de se détruire, le bearing. D'où ce qui est. Toutes les conséquences qu'on a vues tantôt. Mais pour trouver ça, il a fallu faire une bonne analyse d'enquête en reculant. Donc, bingo. Là, je vais vous faire une observation de mon vécu, de mon expérience. Face à la résolution d'un problème comme ça, il y a 3 sortes de façons de fonctionner. Il y en a 2 qui marchent. Là, je parle du cerveau, comment il fonctionne. La résolution de problèmes comme ça, il y a les gens que j'appelle des intuitifs. Pensez à Colombo, pensez à quelque chose. Il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas quoi, mais ça ne marche pas. Puis là, il creuse, creuse, creuse. Ah, ça n'a pas d'allure. D'un coup, la madame, elle trouve le bearing. Ah, c'est évident. C'est ça. Ça saute aux yeux. Ça, c'est intuitif. Moi, j'en suis un. Comme résolution de problème, j'appelais ça aller coucher à côté de l'équipement. Quand un équipement est un problème, j'allais à côté. Puis là, je me mettais dans sa peau pendant des heures. J'essayais d'imaginer comment ça se passait. Puis d'un coup, il y a de quoi là, qui me disait va donc voir là. Et moi, je suis un intuitif. Il y a l'opposé, les rationnels. Les gens qui ont une logique. Ils vont descendre. Toc, 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 toc. Ils vont le trouver par déduction. Sherlock Holmes. Colombo, Sherlock Holmes. OK? Les 2 sont bons. Les 2 vont arriver à la solution. Il y a une 3e catégorie de pensée. Devinez-vous? Il y en a qui ne l'auront jamais. Sérieux? Il y en a qui ne l'auront jamais. Oubliez ça. Il y a même des tests qui existent. Avez-vous déjà entendu, levez la main ceux qui ont entendu parler du test de la valise? Ah, vous n'avez jamais entendu parler du test de la valise? Il y a une firme qui est spécialisée là-dedans. Testez quelqu'un, si vous engagez un mécanicien ou un ingénieur, s'ils ont une manière de résolution de problème, s'ils ont le talent, carrément le talent, ils leur créent un problème mécanique ou électrique, puis ils trouvent-les. Il y en a qui ne le trouvent jamais. Incroyable, mais vrai. Et il y en a qui ne le trouvent jamais. Ils vont remplacer des pièces, puis etc. Si vous avez des mécaniciens ou des électriciens qui passent tout le temps à changer des pièces, puis le problème en revient, puis revient, puis revient, je ne sais pas. Des fois, ils ne l'ont carrément pas. Bon, ayant dit ça, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin. Dans une équipe d'entretien, vous avez besoin de toutes sortes de monde. OK? Comme dans l'électrique, vous avez besoin de tirer de fil. Vous avez besoin du monde tirer les fils. Mais un gars qui fait des connexions et qui fait du debugging, il a dit ça, tirer les fils. À équilibre. D'un gars de mécanique, vous avez besoin de gars de gros bras qui vont faire des grosses jobs. Ne demandez pas de leur faire du raffiné. Ils sont nuls. Il faut les 2. Donc, il faut équilibrer les équipes. C'est juste de penser à ça. Il y en a qui ne l'auront jamais, à tous les niveaux. Puis il y a des dernières qui ne l'ont jamais, la résolution de problème. Ça n'a aucun rapport avec les études. Étape suivante, on veut comprendre maintenant pourquoi. Le bearing, comment ça se fait qu'il s'est ramassé, qu'on n'a pas le bon bearing là? OK, on sait que c'est quand tu as changé de fournisseur. Donc là, on creuse. Toc, 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 toc. Les 5 pourquoi. Donc, on cherche la cause fondamentale. Et des fois, on arrive sur la direction qui n'a pas fait sa job. Ça m'est arrivé une fois avec une usine, puis il n'y avait pas aimé ça, le directeur. On lui dit que c'était lui qui était le problème. Une des hypothèses, dans ce cas-là, dans notre cas, nous autres, c'est le palier qui était incorrect. La vérification faite, on en a parlé, il y en a un qui était flottant. Cette erreur a été répliquée par le fournisseur, parce qu'une fois qu'ils ont eu fait l'erreur au début, quand ils rembobinent, le gars qui rembobine ou la fille reprend les mêmes pièces. Regarde, OK, c'est ça qu'il y avait, je remets la même chose, je remets la même chose, je remets la même chose. C'est pour ça qu'on le retrouve sur 2 machines différentes. Une autre hypothèse qu'il y avait, ça c'est moi qui l'ai emmené basé sur mon expérience, c'est de vérifier un excentrique, c'est un ajustement. Est-ce qu'il y en a d'entre vous, levez la main, qui ont déjà timé des autos autrefois, des autos d'un certain âge, pas électronique, avant électronique? Vous vous rappelez, il fallait prendre un stroboscope et ajuster la phase des bougies. Vous vous rappelez le distributeur? C'est le même principe d'un excentrique. Il faut ajuster la phase pour qu'il soit en phase avec la fréquence de résonance du système. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, mais souvent les mécaniciens ou les opérations, des fois, ils vont avoir une idée bizarre. Ils disent accélère-les pour qu'ils aillent plus vite et produisent plus. Change la phase.
Là, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'est plus en phase avec sa fréquence de résonance. Fait que l'excentrique, quand le système revient, il va lui donner un coup de poing. Au lieu d'être en phase avec. OK? Fait que ça s'ajuste. Ce qui est surprenant, je l'ai vu dans beaucoup de cas qui ont des excentriques comme ça, les gens ne le savent pas. Fait qu'ils jouent avec ça, puis tu t'aperçois. Dans ce cas-là, il y en avait 2 sur 4 des PCV qui n'étaient pas ajustés correctement. Ça a un impact aussi parce que, imaginez le choc à la machine à tous les fois. Comme je disais, 2 qui n'avaient pas le bon angle. C'est quoi une cause fondamentale? On vous l'a dit la session d'avant. Il faut travailler un peu, pas juste moi. Ben non, on n'a pas de réponse ou ça ne marche pas. Ça ne marche pas? OK, ben OK, je m'excuse. Ah, OK, ça arrive. Il y avait un petit délai, je m'excuse. Différents types de panne. Cause directe, c'est la source du problème. La cause d'origine, oui. Source initiale. Prix majeur, différents types de panne. Cause humaine et institution, etc. Cause d'origine. Défaillance primaire. C'est toutes ces réponses-là. Mais l'idée, c'est d'aller chercher le plus loin qu'on peut, fondamentalement, qu'est-ce qui a emmené à ce qu'on ait ce problème-là? Par exemple, quand on nous a dit une couple de sessions avant, la session d'avant, qu'il n'y a pas de préventif. On n'a jamais révisé les stratégies. Alors, c'est certain que si on n'a pas de standard, dans notre cas de moteur avec le bearing est en reste, si on n'a pas de standard, là, n'importe qui peut faire l'erreur. Fait qu'il faut se prémunir contre ces risques-là, surtout quand on en trouve un qui est avec un gros impact, il faut s'assurer que ça ne revienne pas. Pourquoi il faut chercher la cause fondamentale? On l'a fait tantôt, on en a fait une avec le bearing qu'on a creusé. Et voilà. Parce que ça va se reproduire encore. Écris-le, s'il te plaît. Écris-le, s'il te plaît. Éliminer la problématique. Récurrence du problème. Régler le problème à la source. Éviter le retour de la situation. Promettre une meilleure correction. Éviter la récurrence. Pour pas que ça se reproduise. C'est tout vrai, mais il en manque une. Peut-être qu'elle a été écrite et elle a passé vite. Vous ne voulez pas que ça se reproduise ailleurs. OK? Là, vous avez réglé un problème sur ce moteur-là, ce bearing-là. Mais qu'est-ce qui nous dit que ça ne peut pas arriver sur un autre moteur ailleurs ou sur une pompe? Oui, surtout si c'est le même. Mais là, dans ce cas-là, il avait réglé le problème assez serré. Ils sont venus au manufacturier d'origine. Fait que le peu d'argent qu'il avait sauvé à changer de fournisseur lui coûtait tellement cher à perte de production, ils disaient on n'a plus de chance à voir. Et oui, pourquoi on travaille ces codes? Le problème va revenir, le problème se répète, effectivement. On risque de passer à côté. Et le problème persiste, il revient plusieurs fois. On ne règle pas le problème, effectivement. Dernière étape, action et suivi. Fait que là, on va faire un plan d'action. Tout le monde aime ça, faire des plans d'action? Donc, on va s'en faire. Là, là-dessus, moi, ce que je peux faire, c'est 2 plans d'action. Un tout de suite. Là, on part à sa action. Là, on sait ce qu'on a à faire. Là. Donc, on le règle, le problème. Donc, on part des actions court terme. Dans ce cas-là, mettre le bon bearing, un moteur avec le bon bearing, faire l'ajustement de l'excentrique, etc., le bon alignement, toute la kit. On met tout ça d'équerre. Bon. Mais aussi, plus long terme. Les plus long terme, c'est ceux-là qui vont être reliés à notre arbre des causes. Et c'est pourquoi. Pourquoi des causes fondamentales? Ça ne se réglera pas instantané. À moins, comme là, il a changé de fournisseur, mais il y en a d'autres. Comment se fait qu'on avait fait cette erreur-là de fond pour plus que ça soit produit sur ces autres bearings? Exemple d'action, corriger les spécifications, s'assurer qu'ils sont disponibles, revenir à l'OEM dans ce cas-là, réviser et former sur les ajustements, les employés. Ils ne savaient pas, eux autres, l'importance. Comme je vous dis, c'est surprenant comment il n'y a pas de monde qui savent ça. Et comment ça se fait qu'on avait de la maintenance conditionnelle? Ils en ont pas mal. Ils ne l'avaient pas capté. Ils ne nous ont pas avertis. Ou ils nous avaient-ils avertis, mais on n'a pas pris action? Quels sont les avantages de séparer le plan d'action court et long terme, comme je viens de le faire, d'après vous? Prendre action rapidement,
faire des quick wins, effectivement, meilleure vision, agir rapidement, meilleur suivi. Fait qu'il y a les deux dimensions. Il y a immédiat pour avoir un quick win, pour avoir des réactions, mais aussi le suivi pour le plus long terme, s'assurer qu'on se rend. Parlant de suivi, je vais terminer avec ça, la pérennité. Ça, c'est un exemple réel. À partir d'avril 2021, vous voyez le nombre de défaillances qu'il y avait, puis en carré, c'est les pertes de production, puis en heures, puis en rouge, le petit carré, c'est le nombre d'événements. Après avoir fait la résolution de problème, vous voyez, ploup, là, on voit qu'il y a un petit sursaut en juillet. La question était, il revient-tu le problème? Ah, là, après ça, il est redescendu, tout. J'ai un autre cas, je ne vous le montre pas ici parce que j'ai choisi mon exemple, où le problème revient, ploup, ils ont réglé. Il revient, ploup, ils ont réglé. Donc, on n'a pas réglé la cause fondamentale, il faut creuser un peu plus. Donc, suivre des actions, valider la pérennité. Une chose, j'insiste souvent, c'est la valeur. Combien qu'on a sauvé à la compagnie, puis qu'il y ait une sorte de document qui permet de partager notre succès. Donc, on célèbre notre succès, mais on le partage avec les autres parce que les autres ne le savent pas. Il ne faut pas assumer qu'ils savent ce qu'on a fait. Communiquer à 360. 360, ça veut dire les employés, maintenance, opération, les cadres, contremaître, surintendant et direction. Qu'on a fait un projet là-dessus, ça a sauvé tant, et voilà, on a un succès, puis on l'a pérennisé. Comment s'assurer de la pérennité? Je vais vous donner quelques pistes, si vous voulez compléter. Documenter, GMAO, si vous l'avez. Sauvegarder l'information, informer, documenter, oui. Suivi des actions. Communication, information, en faisant une bonne documentation. Préventif, informer tous, oui. Là, je vais en sauter un parce que le temps me cherche. En résumé, on a vu ensemble le DE, c'est RCA, Defect Elimination. On a défini le défaut au début. RCA, Root Cause Analysis. Concrètement, c'est quoi les bénéfices? Tout dépendant de l'organisme qu'on est, c'est les durées des arrêts, la garde de production, le nombre de production, productivité de la main-d'œuvre, santé et sécurité, on l'a vu au tout début, optimisation des inventaires, l'intégrité des équipements, puis le moral. Quand ça arrête de péter tout bord, tout côté, habituellement, le sourire réapparaît sur la face du monde. Surtout s'ils peuvent avoir des bonnes nuits et ils ne rentrent pas tous les fins de semaine. Dernière, on va finir parce que mon temps a été coulé. Je ne le dirai pas trop rapidement. Mythe ou réalité, ça, c'est mes conclusions personnelles, basées sur mes erreurs et mon expérience. Si on n'a pas le temps ni les ressources pour améliorer la fiabilité, ça-là, je l'entends souvent, c'est drôle. Ben, on prend le temps pour ce qu'on considère important. Saviez-vous ça? Les gens ont le temps pour faire tout ce qu'ils veulent, qu'ils considèrent important. C'est des urgences, c'est des meetings. Ben, on doit prioriser du temps pour améliorer la fiabilité, se dégager de plus en plus le temps. Les techniciens, on en a parlé tantôt. Tout le monde peut résoudre des problèmes de fiabilité, il n'y a qu'à suivre la méthode. Je vous ai expliqué les rationnels intuitifs qu'ils ne verront jamais. Puis, je l'ai mentionné, fiabilité à succès, la capacité de résolution, mais il est aussi un bon facilitateur. Et finalement, les bénéfices. Pourquoi vous avez fait ça? C'est quels les gains? Une des meilleures manières de pérenniser, c'est de démontrer à l'organisation au complet, à partir des grands patrons, qu'on a réglé tel problème puis ça nous a valu tant. Pour ça, j'ai terminé avec quelques secondes de retard. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution. Tout le monde a contribué, à votre patience. Merci bien.